De quand on parle, il faut désactiver l'interprétation. Et quand on active l'interprétation, il faut bien mettre son micro en muet. Ça va? Donc, on va commencer dans l'ordre de ce qui avait été prévu dans le programme. Donc, là, vous êtes bien dans l'atelier sur l'enseignement et les personnes sans titre de séjour. Et on va commencer par une petite explication. Donc, notre panel, c'est Catherine Stenzel de l'ASBL Odyssée, Nathalie Van den Hambel de Catholic Underways Vlaanderen, Geert Matthijs qui est professeur en haute école et Charlotte Crae de l'OIM. Je vais commencer par donner la parole à Michael Dirks, que vous avez déjà vu avant, qui est tuteur pour la Croix-Rouge et qui va nous expliquer son travail. 1. Je vois qu'il y a un problème de traduction. Il n'y a personne qui a la traduction. Niemand heeft vertaling? Nee. Wacht een beetje. Ik zal de regisseur vragen. Est-ce que le canal en français fonctionne? Est-ce que les francophones peuvent peut-être indiquer s'ils m'entendent? En tout cas, il y a un technicien qui est en train d'essayer de rétablir la traduction. Voilà. 1, 2, 1, 2. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Oui? Ok. Ok, parfait. Rassurant. Ok, bah, je redonne la parole à Michael Dirks. Goedemiddag opnieuw. Oui, bonjour. Alors, c'est peut-être un peu étonnant d'avoir un atelier sur les enfants sans papier dans l'enseignement et de le commencer sur le tuteur. Parce que le rôle du tuteur, c'est de chercher une solution durable pour l'enfant, pour le jeune, et une solution durable, mais sans papier, c'est un peu comme l'eau et le feu, hein? Ça ne rime pas, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'en tant que tuteur, il faut miser un maximum sur le fait d'éviter qu'un jeune ne se retrouve dans cette situation. Bon, maintenant, si l'un des tâches essentielles c'est du tuteur, l'essentiel de son rôle, de sa tâche, c'est bel et bien s'occuper de la procédure. C'est quelque chose qu'on ne peut déléguer à personne. Nous avons un rôle crucial à jouer là-dedans. Nous sommes incontournables, pour utiliser un très beau mot français. Donc, en tant que tuteur, nous misons donc un maximum sur une solution durable. Et dans le scénario idéal, il s'agit en effet d'une solution qui nous permet d'éviter de voir un jeune
tomber dans l'illégalité. Donc, nous misons un maximum sur les droits que le jeune a, investir aussi dans la préparation des procédures, chercher un avocat, préparer les possibilités, préparer d'éventuelles interviews et d'auditions du jeune. Mais en même temps, il faut aussi informer. Je crois que c'est aussi un des rôles essentiels d'un tuteur, c'est-à-dire évaluer les possibilités, informer sur les possibilités, informer éventuellement sur les possibilités de réussite de la procédure. Et l'une des compétences essentielles d'un tuteur, c'est d'avoir un franc-parler, d'oser appliquer un franc-parler, c'est-à-dire non seulement se focaliser sur les documents, les papiers, les papiers, les papiers, et penser qu'il y aura tout tôt ou tard, un jour les papiers. Non, en même temps, il est important envers le jeune et envers sa famille aussi d'être, honnête et d'informer sur les possibilités de réussite d'une éventuelle procédure pour que au moins les parents et le jeune soient au courant des possibilités de réussite des procédures et les possibilités que le plan A, c'est-à-dire document en Belgique, n'est pas le seul. Il faut peut-être aussi prévoir un plan B. Il faut pouvoir parler aussi d'un plan B, ne fût-ce qu'implicitement, c'est-à-dire oser parler de scénarios alternatifs. Quid si la procédure ne donne pas le résultat escompté? Parce que quid si la procédure en appel ne donne pas le résultat escompté? Parler du retour volontaire, parler de l'illégalité et de ses conséquences, oser parler de ce genre de sujet. Euh, je pense que c'est hyper important, ce sont des éléments hyper importants dans un rôle de tuteur. Maintenant, lorsqu'on parle de l'illégalité et le fait que le jeune se retrouve sans papier dans l'enseignement, alors mes expériences sont assez variées. D'une part, il y a des jeunes qui, d'office, disparaissent très vite. Ce sont des jeunes qui sont alors arrêtés à la frontière, à Bruxelles Airport, par exemple, ou dans un port, et pour lequel on est donc nommé en tant que tuteur. Et puis, il va évoluer vers une structure ouverte, mais il disparaît souvent de nouveau. Essayer de joindre la Grande-Bretagne ou se retrouver dans l'illégalité. Il est presque alors impossible d'établir encore un lien avec le jeune, hein. Ce sont souvent des dossiers qui, après 4 mois, prennent fin, tout simplement parce que le jeune est porté disparu. Ça, c'est une chose. Puis, l'autre jeune sans papier, hein, pour qui je peux jouer un rôle actif, ben, ce sont des jeunes en fin de procédure, mais qui, néanmoins, optent pour un séjour ici, au moins jusqu'à l'âge de 18 ans, ils sont tolérés. Et là, mes expériences en matière d'enseignement, c'est que dans la plupart des instances d'enseignement, les écoles, que allez, que l'accueil du jeune, ne fait pas une grande différence. Allez, il y a des problèmes, hein, dans la première partie, on en a parlé, il y a des choses qu'on peut améliorer, mais on peut aussi les améliorer pour les jeunes qui ont un statut de séjour que pour les jeunes qui n'en ont pas. Dans la pratique, du côté des écoles, je vois beaucoup de disponibilité. Ils ne font pas de distinction entre les jeunes et ça, c'est une chose positive, je pense. De plus, parce qu'en tant que tuteur, on constate que ces jeunes ont une plus grande vulnérabilité quand ils sont ici sans papier. Et s'il faut prioriser, hein, lorsqu'on accompagne 20-25 jeunes, eh ben, ce sont ces jeunes-là qui ont une plus grande priorité pour nous, vu la situation précaire dans laquelle ils se trouvent
court, mais aussi à plus long terme. Maintenant, en ce qui concerne ces jeunes, c'est le tuteur. Bon, allez, c'est important pour le tuteur de ne pas uniquement regarder les objectifs d'apprentissage formels, mais il faut miser aussi sur les entretiens avec l'école, avec ce qu'on appelle en Flandre le CLB. Mais il faut aussi regarder les compétences non techniques, c'est-à-dire non forcément les langues, mais plutôt essayer de prendre de l'initiative, apprendre à analyser une décision, apprendre à prendre des décisions, apprendre à créer un réseau. Je pense que ça, ce sont des compétences hyper importantes qui souvent sont moins repris dans les objectifs et dans les évaluations formelles dans l'enseignement, mais qui, à mon avis, sont hyper importants pour ces jeunes sans-papiers qui se retrouvent dans l'enseignement. Donc voilà un peu rapidement ce que je voulais vous présenter. Parfait. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que ça fera un bon lien avec Madame Van den Abel, qui est responsable pédagogique dans l'enseignement catholique, qui pourra nous expliquer comment ça marche au sein de son réseau. Goedemiddag iedereen. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Nathalie van den Amele, accompagnement pédagogique catholique Onderwijs Vlaanderen. Et en tant qu'expertise, je m'occupe donc des primo-arrivants dans l'enseignement primaire. Alors, peut-être que je dois aussi vous dire que j'ai aussi une histoire en tant que coordinatrice OCAN, c'est-à-dire coordinatrice des primo-arrivants parlant d'une autre langue. Et les problèmes qui viennent d'être esquissés sont très reconnaissables. C'est des choses auxquelles nous étions confrontés aussi à l'époque. Mais maintenant, que pouvons-nous faire en tant que catholique Onderwijs Vlaanderen? C'est pas si simple parce que nous travaillons à la demande d'écoles et de directions et on ne peut pas travailler avec les étudiants individuels, mais on essaye de soutenir l'école quand ils sont confrontés à un renvoi d'un rapatriement hein, d'un élève ou lorsqu'un élève vient sans donc papier. Nous avons élaboré une procédure à 10 étapes qui permettent à l'école de travailler avec ce genre d'enfants et de jeunes, hein, surtout lorsqu'ils indiquent devoir quitter le pays. Nous avons en fait fait une énumération de ce qui est important dans la communication, par exemple, lorsque une famille doit quitter le pays. Que faut-il faire? Comment communiquer? Comment gérer la presse? Parce que dans le passé, nous l'avons constaté, hein, les gens réagissent de façon émotionnelle, les écoles aussi, les instituteurs aussi, ils sont très émotionnels souvent. Et alors, nous avons élaboré cette procédure pour gérer cette communication de crise. Et je dois vous dire, hein, lorsque je regarde entre septembre jusque maintenant, ben, j'ai été contactée 2 fois par une école pour savoir ce que, ils peuvent faire et que faut-il faire d'abord. Hem Je vais peut-être énumérer quelques éléments que dans nos conseils à l'école pour donc assurer une maîtrise professionnelle. Alors, premièrement, il faut une personne de contact par école, une personne qui est personne de contact aussi bien pour la famille, le jeune et le reste du personnel de l'école, qui est donc la personne de référence pour ce cas bien spécifique. Nous avons également un réseau, j'ai oublié de vous dire ça, nous avons un réseau organisé de la part de l'enseignement catholique avec Orbit, entre autres, avec entre autres Geert, hein, qui prendra la parole tout à l'heure également, et avec des gens venant du terrain. Euh,
Donc, réseau qui permet de soutenir certains cas et surtout qui cherche à savoir comment soutenir toutes les parties concernées. Et dans ce cadre, nous avons une étude, une journée d'études le 30 novembre à Bruxelles, dans De Markten, par rapport à toute cette matière. Alors, comme je l'ai déjà dit, il faut d'abord une personne de contact par école. Et cette personne de contact, de référence, doit peut être au courant des possibilités, de ce que l'on peut et l'on ne peut pas faire. Et cette personne doit en même temps tenir compte des règles sur la vie privée de la famille concernée. Alors, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il faut garder le calme, il faut permettre au ratio d'avoir le dessus et de ne pas être trop émotionnel. L'école doit bien se concerter avec la famille ou le jeune concerné, mais aussi avec l'avocat ou la personne qui donne l'assistance juridique aux jeunes, hein. Et comme Michel vient de le dire, éventuellement aussi avec le tuteur, éventuellement aussi intervenir auprès de l'assistance sociale du CPAS ou d'un autre service social. Et bien sûr, qui doit aussi interagir avec l'administration de l'école concernée. Bon, il est clair, le jeune et sa famille ont la dernière chose à dire sur ce que l'école décide, c'est-à-dire ils doivent au moins marquer leur accord par rapport aux démarches qui seront suivies par l'école. Il faut aussi des accords clairs par rapport à la communication, parce que, bon, nous constatons quand même que la presse intervient hein, dans de tels cas et il est donc important d'avoir une bonne communication. Mais bon, l'école peut aussi toujours faire appel à notre groupe de travail, comme on dit, Laatste Leren, pour donc un dernier soutien. Lorsque l'école, par exemple, prend contact avec moi, je leur envoie toujours les données de contact de Orbit, de Travail pour les réfugiés, Flandre, du Commissariat pour les enfants. Ce sont aussi des gens qui sont dans notre groupe de travail d'ailleurs, pour pouvoir faire appel aussi à cette assistance juridique de leur part et pour pouvoir avancer de cette façon-là. Bon, il faut aussi entrer en concertation avec les autorités locales. L'école doit communiquer par rapport aux démarches qu'elle suivra et surtout, bien sûr, tout doit se faire dans un cadre légal et pour cela, les écoles peuvent faire appel à nous, à notre service juridique pour voir quelles sont les possibilités. Et puis bon, comme je viens de le dire, nous avons aussi donc des instructions concernant la communication vers le monde intérieur, vers le monde extérieur, pardon. Mais bon, ça nous mènerait peut-être trop loin, mais je veux bien, si vous le souhaitez, hein, Cheyenne, vous envoyer les documents si ça s'avère être nécessaire. Mais vous pouvez retrouver ces documents aussi sur le site web de Orbit parce que nous l'avons créé ensemble. Donc c'est là aussi que vous pouvez les consulter. Voilà, et je pense maintenant avoir expliqué ma partie des choses. Merci beaucoup. Oui, on fera parvenir tous les liens. Si vous voulez, vous pouvez me l'envoyer juste à moi et après, on mettra ça dans le mail final. Maintenant, je vais demander à Monsieur Matthijs de prendre la parole et d'expliquer un peu son travail et ce qu'il met en place. Goedemiddag. Kunnen jullie mij horen? Vous m'entendez? Oui, Oké, dankjewel. Ik ben merci. Geert Matthijs. Je suis Geert Matthijs. Je travaille pour l'instant pour la formation au travail social à l'école Harteveld Hogeschool à Gand, mais j'ai encore travaillé pour le travail réfugié flamand et pour l'association d'intégration. Moi-même, les dernières années, j'ai notamment fait des enquêtes vers la recherche pour les aspects juridiques et administratifs qui sont liés au droit à l'enseignement. Et la dernière année, un nombre d'étudiants ont fait de la recherche sur la façon dont les élèves sans titre de séjour officiel ont vécu l'enseignement et leur carrière scolaire en Flandre.
Et là, il y a des choses remarquables à raconter. Peut-être encore vous dire en guise d'introduction que je remarque qu'il y a toujours beaucoup d'écoles qui ne se rendent pas compte du fait qu'à leur école, il y a des enfants sans titre de séjour. Souvent, on me dit, hier, ces enfants-là ne se trouvent pas chez nous. Et alors, je dois toujours poser la question, on ne peut pas toujours le savoir si de tels enfants se trouvent à l'école. Et c'est lié au fait que de nombreux enfants sont inscrits à partir d'une résidence officielle, mais après, ils peuvent, je parle donc d'enfants accompagnés, je ne parle pas du groupe cible des groupes des jeunes non accompagnés. Je vais me concentrer sur les enfants accompagnés. Les enfants ont encore une procédure en cours où ils ont un autre droit de séjour. Ils sont inscrits à l'école, mais supposons que les parents perdent leur droit de séjour, cela vaut automatiquement aussi pour les enfants. Donc, il est logique que certaines écoles disent, nous n'avons pas ces enfants, mais finalement, ce n'est pas exact. On ne peut pas le savoir toujours. Et si on constate que plus de la moitié des personnes qui demandent la protection internationale reçoivent une décision négative, il est logique qu'il y a des dizaines ou même des centaines d'écoles en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie où il y a des enfants sans séjour ou sans titre de séjour officiel. Alors, en ce qui concerne l'aspect administratif et juridique du droit à l'enseignement, ce que je veux dire, c'est que tout le monde sait qu'il y a le droit à l'enseignement pour les enfants sans titre de séjour, mais ce qui est moins connu, c'est comment cela se traduit administrativement et juridiquement pour certains aspects partiels. Je parle notamment de l'obligation scolaire. Cette obligation scolaire est-elle aussi d'application pour ces enfants? Est-ce qu'ils ont droit à un diplôme? Est-ce que les élèves peuvent obtenir un droit de séjour? Donc, ce sont des points de vue qui sont liés à ce droit à l'enseignement. Je ne peux pas analyser cela en profondeur en si peu de temps, mais je remarque que les écoles ne le savent pas non plus. Et ils ont aussi des questions. Est-ce que les enfants sans titre de séjour pendant l'année peuvent être renvoyés du pays? Ou est-ce que ces enfants peuvent être arrêtés par la police au sein de l'école? Est-ce qu'ils peuvent accompagner en voyage scolaire à l'étranger? Est-ce qu'ils peuvent suivre des stages? Est-ce qu'ils peuvent faire d'autres choses encore? Je ne peux pas faire cela en 10 minutes de temps, mais il est clair qu'il y a encore beaucoup de connaissances que nous n'avons pas ou qu'il y a tout de même des malentendus. Et si nous parlons du passage vers l'âge adulte, même si ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, il y a là aussi beaucoup de malentendus. Qu'est-ce que je veux dire? Et là, je parle pour le contexte flamand. En Flandre, les majeurs sont exclus de l'enseignement pour adultes parce que formellement, il y a une règle qui stipule qu'il faut avoir un titre de séjour. Mais si nous parlons de l'enseignement supérieur, je parle alors, par exemple, d'une formation bachelor ou de formation universitaire, il y a là d'autres règles de jeu qui assurent l'accès à l'enseignement. Et pour cela, il faut regarder le codex de l'enseignement. Il est énuméré là quelles sont les conditions pour pouvoir commencer ses études supérieures. Et il n'est pas dit qu'un jeune doit disposer d'un titre de séjour officiel. Et nous voyons en pratique que certaines universités vont vérifier cela lors de l'inscription, mais au fond, cela ne peut pas être raison pour refuser le jeune. Et nous voyons en Flandre beaucoup d'écoles supérieures où le petit nombre de jeunes qui commencent des études supérieures, dans nombreuses écoles, ils sont effectivement inscrits, mais dans d'autres écoles, nous constatons que souvent, ils sont refusés, mais s'il y a alors une médiation et que nous en référons aux règles, en général, on parvient à les inscrire. Alors, je vais encore parler du monde, du vécu des jeunes sans titre de séjour officiel. Des étudiants à moi
ont fait des interviews avec des jeunes qui, pour l'instant, ont 19 ans, 21 ans, mais qui, dans une grande partie de leur carrière d'enseignement, étaient illégaux. Et ce qui se remarque chez ces jeunes, c'est qu'ils disent que l'école, pour eux, était un aspect de grande sécurité. C'était une des places où ils se sentaient à l'aise. Donc, le droit à l'enseignement, heureusement, cela donne cela donne un nombre. Il est vrai qu'on ne peut pas accompagner en voyage scolaire à l'étranger. On n'a pas droit à des moyens de soutien financier, mais le climat à l'école, le fait qu'on est en sécurité pour ces enfants, c'est d'une grande importance. Mais ils disent aussi que s'ils se déplacent vers l'école ou lorsqu'ils quittent l'école pour rentrer chez eux, là, ils ne se sentent plus en sécurité. Et nous avons là un problème dans la loi. Il y a une circulaire qui stipule que les enfants, pendant le temps d'enseignement, ne peuvent pas être arrêtés. Et cette circulaire définit aussi ce temps d'enseignement. C'est quoi? Eh bien, on pourrait dire tout ce qui se passe entre les murs de la classe, mais aussi les excursions, les stages et l'accueil avant et après l'école. Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans cette définition du temps d'enseignement? C'est le déplacement vers l'école et sans rentrée. Donc ça, ce n'est pas repris dans cette circulaire. Mais quel est le grand malentendu? L'ancien secrétaire d'État pour la migration, Theo Franken, mais aussi l'enseignement Hilde Krevits, la ministre de l'enseignement, ont dit plusieurs fois à des questions parlementaires que les enfants en route vers l'école, mais aussi quand ils rentraient, étaient protégés par cette circulaire. Mais cette disposition n'a jamais été mis en pratique. Donc, c'est une lacune qui devrait d'urgence être adaptée. Le cabinet de Mehdi le sait et ils vont faire des pas avec le service des affaires étrangères parce que pour corriger cette anomalie, parce que ce serait un aspect important pour que le bien-être psychique des enfants puisse être amélioré s'ils savent que quand ils sont dans le bus vers l'école, qu'ils sont en sécurité. Alors, ce qui est encore important, ces jeunes disent le fait de ne pas avoir de titre de séjour, cela devient très visible lorsqu'on grandit. Et que disent ces jeunes? On a 14, 15, 16 ans à un certain moment, mais c'est à ce moment-là où, d'abord, on part en vacances avec des amis, ou on va à l'étranger avec la classe. Pour ces jeunes, ce n'est pas possible. Et c'est aussi le moment où les jeunes ont le droit de faire un job de vacances. Pour ces jeunes qui n'ont pas de titre de séjour, ce n'est pas possible. C'est aussi l'âge où on fait les premiers pas en fonction d'un permis de conduire. Là aussi, ce sont des choses que ces jeunes n'ont pas le droit de faire. Et alors, ils disent, au moment où nous avons 16, 17 ans, cet âge-là, nous constatons que la différence entre nous et d'autres élèves grandit et que pour certains aspects, nous ne parvenons pas à nous introduire ou nous intégrer dans le groupe des autres jeunes de notre âge. Ce sont là, en quelques mots, les aspects que je veux lancer dans le débat, mais évidemment, en principe, je pourrais parler pendant une demi-heure de chacun de ces aspects, mais dans le cadre de cet exposé ici, je me limite à ça. Merci. Merci pour votre intervention. J'ai déjà des questions, mais je les poserai à la fin. Maintenant, je passe la parole à Charlotte Craé de l'OIM,
qui va plutôt voir la perspective de s'il n'y a pas de solution en Belgique, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, je vais juste vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous... Non, je suis... Voilà, je dois aller. Est-ce que vous pouvez le voir? Alors voilà, moi, je suis Charlotte Cray, donc je suis spécialiste MENA au sein de l'OIM Bruxelles. Donc, je travaille pour l'Organisation internationale pour les migrations. On a pas mal de projets ici en Belgique et entre autres, un des projets, c'est le retour volontaire, donc l'assistance au retour volontaire et à la réintégration. On parle effectivement ici des enfants sans papier, donc qui n'ont pas de titre de séjour en Belgique. Et comme on sait tous, il arrive un moment où il leur sera peut-être demandé de retourner chez eux ou alors où ils voudront effectivement retourner chez eux. L'OIM est là pour les aider. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'assistance au retour et à la réintégration, donc, quels sont les principes clés? Évidemment, la protection des droits des migrants. Quelque chose de très important dans l'assistance au retour volontaire, c'est évidemment ce côté de volontaire, le fait que c'est bien la personne qui prend la décision de retourner. On est d'accord que parfois, ce n'est pas ce qu'il souhaiterait. Parfois, ils préféreraient effectivement rester en Belgique, mais c'est vraiment l'idée que c'est leur décision finale de retourner. Donc, la différence avec le retour forcé, où là, c'est l'État qui décide de les mettre dans un avion et c'est tout. Ici, non, c'est vraiment la personne qui va faire le déplacement pour nous rencontrer, pour nous dire, bon, ben voilà, je retourne dans mon pays. Et évidemment, on respecte aussi la souveraineté des États toujours, ce qui veut dire qu'on ne peut pas organiser un retour n'importe où non plus. Donc, une personne qui demande à retourner volontairement devra retourner dans son pays d'origine ou bien dans un pays où elle a un titre de séjour. Donc, on ne peut pas, nous, en tant qu'organisation internationale, organiser des migrations irrégulières, évidemment. Donc, les différentes étapes du retour volontaire, comment ça se passe? D'abord, l'importance, évidemment, de la communication et de bien informer tout le monde. Donc, que voilà, l'information soit disponible aux personnes, aux migrants elles-mêmes et aux personnes travaillant autour. Avant le départ, l'importance du counseling, donc bien donner toutes les informations aux personnes qui décident de retourner, comme on disait, l'importance, donc une importance en fait qu'ils prennent une décision informée, donc qu'ils sachent à quoi s'attendre une fois qu'ils seront de retour dans leur pays. C'est sûr que parfois, par exemple, on a des personnes qui ont des problèmes psychiatriques, on va dire, qui ne sont pas capables de prendre une décision. Voilà, notre assistance peut s'arrêter à ce point-là parce qu'on doit nous s'assurer que la personne comprenne bien quelle est sa décision et quels les impacts d'un retour, qu'est-ce qu'il en est une fois qu'elle sera de retour au pays. Après, bien évidemment, l'assistance administrative. Donc, on est là pour assister, pour obtenir les documents de voyage, et tout autre document nécessaire. Par exemple, quand il y a besoin des actes de naissance pour les enfants, ça arrive que certains enfants sont nés en Belgique et les parents n'ont pas encore été chercher les actes de naissance de leurs enfants, donc on est là pour les assister. Et après, une assistance logistique, comme tout ce qui concerne le billet d'avion et autres. Il y a l'assistance durant le voyage. Donc ça, c'est vraiment le voyage en tant que tel. C'est l'OIM qui prend en charge le billet d'avion. Si les personnes doivent transiter par plusieurs pays, on organise l'assistance en transit. Donc, il y a des collègues à nous dans les aéroports qui sont là pour aider les personnes à transiter. On peut aussi demander, il y a l'assistance au départ ici à Bruxelles. Donc, on a deux collègues qui travaillent à l'aéroport de Bruxelles pour aider les personnes au départ. Et on peut aussi demander l'assistance à l'arrivée par nos collègues dans le pays d'origine. Et si besoin, on peut aussi organiser une escorte. Donc, par exemple, dans le cas des mineurs non accompagnés, si pour tout mineur de moins de 15 ans et entre 15 ans et 18 ans, ça va dépendre un peu de la maturité du jeune et du voyage qu'il va effectuer, au besoin, on verra pour que quelqu'un les accompagne jusqu'au pays d'origine, bien évidemment. Et pour des personnes qui ont des problèmes de santé également. Donc, on travaille aussi avec des infirmiers, des médecins qui vont les accompagner au besoin. Une fois que les personnes sont de retour de leur pays, nous pouvons, si nécessaire, organiser l'assistance à l'arrivée à l'aéroport et aussi le transport jusqu'à leur destination finale. On va aussi les référer vers des services, des partenaires locaux sur place. Donc, par exemple, dans les pays Balkans, on a beaucoup de familles roms qui n'ont aucun document de séjour, qui ne sont pas du tout en ordre point de vue de l'emploi, point de vue de l'accès aux soins de santé. Donc, ils doivent s'inscrire dans les différents ministères comme nous, avoir une mutualité, ce genre de choses. Et souvent, les familles roms ne les ont pas. Donc, on va par exemple les assister et les référer vers ces autres services.
pour les aider à mettre tous ces documents-là en ordre et qu'ils puissent avoir accès aux services dans le pays d'origine. Il y a aussi l'assistance à la réintégration, ça on y reviendra plus tard, et alors après, évaluation et monitoring, bien évidemment. Par rapport au retour des enfants, je vais passer vite fait là-dessus, mais on se base évidemment sur la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est très important pour nous de garder l'intérêt supérieur de l'enfant, que leurs droits soient bien respectés, qu'ils retournent dans un environnement sûr où leur bien-être sera évidemment pris en considération, que ce soit pour les MENA ou les mineurs qui retournent avec leur famille, bien évidemment. Donc, tout ça, tout ce qui est éducation, loisirs et tout ça, c'est des choses auxquelles on attache évidemment beaucoup d'importance. Et alors, par rapport aux enfants migrants, de nouveau, les 6 principes de base habituels, donc la confidentialité et le droit à la vie privée, ne pas blesser, le consentement éclairé, donc qu'ils soient eux-mêmes aussi bien au courant, évidemment toujours en fonction de l'âge. Un enfant de 2 ans, lui expliquer qu'il va retourner, c'est toujours beaucoup plus difficile qu'un enfant de 14-15 ans. Autodétermination, pas de discrimination, évidemment la participation de l'enfant quand c'est possible. Concernant l'assistance au retour volontaire, depuis la Belgique en tant que telle, donc nous, puisqu'on s'est fait d'asile qui est en charge en fait du programme de retour et de réintégration, donc ils sont en fait mandatés par le gouvernement. Donc FEDASIL a été mandaté par le gouvernement pour coordonner le programme ici en Belgique. Donc c'est eux qui font la gestion du programme, qui définissent les priorités en concertation avec le cabinet du secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration. Ils définissent le cadre stratégique et ils coordonnent le programme de retour volontaire. L'OIM, nous, on implémente le programme, donc tout ce qui est composante retour, et on fait aussi tout ce qui est assistance à la réintégration. Et il y a aussi Caritas qui s'occupe aussi de la réintégration. Donc là, il y a le choix entre Caritas et l'OIM. Et en Belgique, on travaille avec pas mal de partenaires locaux, donc tout ce qui est organisation, tout ce qui est centre de fait d'asile, donc les centres Croix-Rouge. On travaille aussi avec des organisations spécialisées, donc par exemple tout ce qui est victimes de traite, avec Surya, Pagasa et autres, et les villes et avec les communes. Et voilà, donc on essaye évidemment d'informer le plus possible par rapport à l'assistance, à l'assistance au retour volontaire et à la réintégration, donc, que les villes aussi, que les communes soient au courant que ça existe, qu'il y a cette possibilité-là. Après, on s'occupe, l'OIM, Caritas, FEDASIL, de tout ce qui est référencement et counseling. Pour ce qui est de l'assistance au retour, c'est FEDASIL et l'OIM, et puis l'assistance à la réintégration, l'OIM et Caritas. Pour vous donner quelques chiffres de l'assistance au retour et à la réintégration des familles avec enfants depuis la Belgique. Donc, pour le moment, cette année, jusqu'à fin octobre 2021, on a 170 familles qui sont retournées dans leur pays d'origine sur 984 dossiers. Donc ici, on arrive à environ 17%. Donc on voit bien que c'est pas, ça fait environ 15% de notre public cible, on va dire, qui retourne volontairement. Donc c'est souvent plutôt en fait des hommes seuls ou des femmes seules qui retournent chez eux volontairement, mais on a quand même effectivement des familles qui font des demandes de retour à volontaire. Cette année, c'est majoritairement Brésil, Salvador, et puis l'Ukraine en top 3. Le retour volontaire est possible pour toute personne qui est en situation irrégulière, on va dire. Donc, que ce soit les personnes qui ont été déboutées de l'asile, qui n'ont jamais fait de demande d'asile, ou bien qui ont fait des régularisations médicales, demande de régularisation médicale ou autre. Donc, pour n'importe quelle personne qui n'a pas de statut ici en Belgique et qui souhaiterait retourner, on peut les assister. Et donc, c'est vrai que par exemple, pour des pays comme le Brésil, comme l'Ukraine, comme la Roumanie, c'est plutôt des familles avec enfants qui sont ici en situation régulière, alors que des pays comme le Salvador, comme la Russie, comme le Kosovo, ce sera plutôt des familles qui sont en demande d'asile et qui se logent dans des centres faits d'asile ou dans des centres Croix-Rouge actuellement. Et c'est vrai que là, vous voyez les chiffres des dernières années, on tourne environ, vous voyez qu'en 2018, le total caseload, c'était de 12%, donc on a moins de retours en chiffres en tant que tel, mais la proportion de familles avec enfants qui demandent à retourner augmente. Donc, on a plus de familles qu'avant. En ce qui concerne la scolarité des enfants donc dans le processus de retour volontaire, c'est vrai que le retour volontaire, ce qui est très important de savoir, c'est que ça commence déjà avant le départ.
Donc, ce n'est pas forcément qu'une fois qu'ils seront retournés dans leur pays d'accueil. Donc, c'est vraiment très important de les préparer déjà avant le départ. Donc, nous, à l'OIM, on a une équipe de plusieurs conseillers à la réintégration et on va les rencontrer, on va discuter avec eux. Pour tout ce qui est des familles avec enfants, si c'est possible que les enfants participent, alors on souhaite que les enfants viennent. Maintenant, on sait que voilà, quand les enfants sont à l'école, les parents préfèrent les laisser à l'école. Ou que ce n'est pas toujours possible pour eux de prendre leurs enfants avec eux. Donc voilà, c'est parfois, malheureusement, on ne les rencontre pas toujours, mais on essaye en tout cas dans ces cas-là, si les enfants ne sont pas là, de bien en parler avec les parents et de bien avoir un focus spécial sur leurs besoins et le bien-être de leurs enfants en retour. C'est vrai que souvent aussi, ce qui se passe, c'est quand les parents ont pris la décision de retourner, ils veulent aller vite. Ils veulent que ça se passe vite. Et donc, c'est vrai que parfois, on doit un peu mettre le haut là en disant, écoutez, vos enfants, il y a aussi vos enfants derrière, il y a aussi des choses à mettre en place, que ce soit administrativement, pour justement pouvoir les réinscrire dans l'école au pays d'origine. Donc, on est là, nous aussi, pour aider à la traduction et à la légalisation des documents scolaires. Ça dépend des pays. Certains pays sont très difficiles, façon de parler, mais demandent vraiment des documents légalisation. Ça doit être légalisé, traduit. Le bulletin, les documents, l'inscription scolaire et autres. D'autres pays vont être plus faciles et vont juste demander la copie français, néerlandais ou autre. Et donc là, c'est vrai qu'on insiste bien auprès des parents en disant, écoutez, il y a toute cette partie administrative que vous devez faire aussi. Donc, allez voir l'école de vos enfants et demandez bien tous les documents dont vous avez besoin pour pouvoir réinscrire vos enfants dans votre pays d'origine. Et là-dessus aussi, on travaille avec nos collègues dans les missions de l'OIM dans les pays d'origine pour savoir exactement ce qui pourrait être demandé. Donc, est-ce qu'il faut que le document soit légalisé? Est-ce qu'il faut que les documents soient simplement traduits et autres pour être sûr d'avoir bien les documents? Donc, c'est vrai qu'on essaye de conscientiser un maximum les parents au bien-être et à ce qu'il faut mettre en place pour leurs enfants avant le départ. C'est important que les parents soient impliqués dans le processus de retour. C'est vrai que ce n'est pas à nous, l'OIM ne va pas tout faire pour eux. On veut qu'ils soient actifs dans le processus de retour. Et souvent, pour les parents, les familles qui sont dans des centres faits d'asile et Croix-Rouge, on remarque souvent que tout a été fait pour eux. Et donc, ils n'ont plus forcément cette habitude de faire ce genre de choses. Donc voilà, on essaie de les conscientiser où c'est bien eux qui vont devoir être actifs dans l'éducation et le développement de leur enfant. Et qui doivent mettre toute cette partie administrative en place avant le retour aussi. Par rapport aux écoles, on voit plusieurs choses. C'est vrai que c'est les parents ou les centres, les assistants sociaux qui sont en contact avec les écoles, nous pas forcément. De notre côté, on peut le faire au besoin, on peut contacter les écoles pour aider les parents si besoin, souvent dans le cas des personnes en situation irrégulière, mais à la base, c'est vrai que c'est vraiment les parents qui doivent s'impliquer. On voit certains professeurs où, par exemple, quand le contact se passe bien avec les enfants, se passe bien avec les parents, où ils vont, par exemple, organiser une petite journée ou une petite après-midi d'au revoir pour l'enfant. On va faire avec les autres enfants, expliquer aussi d'où les enfants viennent, pourquoi est-ce qu'ils doivent retourner. Et donc, ça permet aussi d'échanger là-dessus et de préparer aussi les enfants en retour. Donc ça, c'est des choses qui sont, souvent, ça vient de la propre initiative d'un professeur, donc ce n'est pas quelque chose qui est fait régulièrement, parce que souvent aussi, malheureusement, les parents ne vont pas forcément informer l'école, ou les assistants sociaux ne vont pas forcément informer l'école, que les enfants vont partir. Et donc, c'est vrai que là-dessus, on remarque de notre côté que voilà, il faudrait plus de coopération, on va dire, entre tous les acteurs pour que ça puisse être aussi fait au niveau de l'école, parce que les enfants peuvent partir d'un moment à l'autre et les amis dans les écoles ne comprennent pas forcément pourquoi cet enfant n'est plus à l'école, justement. Et donc, c'est vrai que là-dessus, en discutant bien avec l'école, avec les profs, expliquer, écoutez, nous, on rentre chez nous pour telle et telle raison. Voilà, les profs, parfois, organisent effectivement des petites journées et autres pour les enfants, des moments d'adieu, et c'est très sympa. Il y a aussi l'importance pour les plus... Ça, c'est plutôt, on va dire, fait souvent chez les plus jeunes, mais l'importance aussi de dire aux parents, écoutez, vos enfants, ils se sont fait des amis, ils se sont fait des connaissances, bien récupérer tous les numéros de GSM, bien récupérer les Facebook. S'ils veulent continuer les cours de langue dans leur pays d'origine, bien récupérer tous les documents, ce genre de choses. On a déjà eu des profs aussi qui donnaient... des documents d'apprentissage des langues et tout ça aux enfants avant le départ. Donc ça, voilà, ça, c'était vraiment des choses qui sont mises en place par certains profs qui sont très sympas. Une fois que les enfants sont de retour dans leur pays d'origine, c'est vrai que pour eux, donc l'idée, c'est effectivement de garantir l'intérêt supérieur et le bien-être de l'enfant, y compris aussi dans son évolution vers l'âge adulte.
Et donc, le processus de retour s'accompagne toujours d'une assistance à la réintégration. Donc, l'assistance à la réintégration, c'est quoi? Les familles, n'importe quelle personne qui décide de retourner a droit à un certain montant, un petit budget en fait, qui va les aider dans leur processus de retour. Donc, un budget, par exemple, s'ils doivent relouer un logement, un budget pour les frais de scolarité des enfants, un budget pour commencer un petit business, un budget, enfin voilà, ce genre de choses, on va les aider, que ce soit toute la famille, les parents, les enfants, dans leur processus de retour. Parce qu'effectivement, les parents vont devoir s'occuper de leurs enfants et donc vont devoir d'une certaine manière aussi gagner de l'argent. Et donc, on va les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants. L'assistance à la réintégration, donc c'est un processus complexe qui exige une réponse globale, que ce soit au niveau individuel, communautaire et structurel. Et c'est vrai que ça va s'axer sur 3 dimensions, donc la dimension économique, sociale et psychosociale, pour permettre de répondre aux besoins de la famille et des enfants. Dans tout ce qui est assistance à la réintégration, évidemment, l'âge de l'enfant joue beaucoup. Donc, on ne va pas approcher un enfant qui va aller en maternelle ou en primaire de la même manière qu'un enfant qui a déjà 16-17 ans. Donc, un enfant qui aura 16-17 ans va peut-être plutôt vouloir aller vers une formation professionnelle pour pouvoir aider ses parents et autres. Donc voilà, on va les accompagner dans ce processus, dans le processus d'inscription. Dans cette assistance à la réintégration, c'est vrai qu'on a aussi, donc dans les budgets, on a ici en Belgique, on a mis en place un budget spécial pour les familles. Donc, il y a un budget additionnel pour les familles avec enfants. On a remarqué au fur et à mesure des années que l'assistance à la réintégration existe, qu'on se focus énormément sur les parents qui doivent retrouver un emploi, qui doivent avoir un business. Et en fait, non, il y a des enfants, il y a autre chose en plus. Il faut aussi soutenir ces enfants dans le retour. Donc, on a rajouté ici en Belgique un fonds additionnel pour les familles avec enfants qui permet de subvenir aux besoins des enfants pour leur bien-être, donc payer les frais scolaires et autres. Et également, nous avons aussi un nouveau projet avec les fonds AMIF où on va pouvoir permettre aussi de payer les frais de garderie, les frais scolaires, les livres. On a aussi rajouté, on encourage aussi, on facilite les activités récréatives pour les enfants, donc on va payer les activités récréatives des enfants, donc après l'école, parce qu'on remarque que c'est aussi quelque chose qui est très important pour eux. Il n'y a pas que l'éducation, mais il y a aussi ce qui est à côté, donc on s'occupe de payer, on paye aussi les frais, ce genre de choses. On paye aussi par exemple des cours privés parce qu'on remarque que certains enfants ne parlent plus leur langue scolaire, donc par exemple en Russie pour les enfants tchétchènes, comme par exemple la langue officielle dans l'éducation, dans la scolarité, c'est le russe. Mais eux, dans leur famille, ils parlent tchétchène et à l'école en Belgique, ils ont appris le français ou le néerlandais, donc ils ne parlent pas le russe. Donc, on va les aider, on va payer des frais, des cours privés pour qu'ils puissent apprendre la langue du pays. On va aussi, par exemple, pour l'Afrique, il y a une obligation de payer les frais de cantine, donc on va payer les frais de cantine. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'on met en place une fois que les enfants sont retournés pour pouvoir les aider à se réintégrer dans leur pays. Concernant les 2 photos qui sont là, vous voyez la photo au-dessus, en fait. La première photo, c'est un enfant qui est retourné en Russie. Et la photo a été prise dans une école en Belgique où là, le jeune était vraiment en manque de contact avec sa famille en Belgique. Il aimait beaucoup l'école ici en Belgique. Et donc, il y a, grâce à la prof de l'école, un appel Skype a été organisé avec l'enfant et sa maman d'un côté et la classe ici en Belgique qui puissent parler et se rencontrer de nouveau. Et alors, la photo du dessous, c'est nos collègues en Arménie qui ont organisé une journée récréative pour les familles avec enfants, pour qu'ils puissent se rencontrer, pour qu'ils puissent discuter, échanger entre eux. Voilà, l'approche un peu psychosociale que je disais avant, qui est importante aussi, de pouvoir effectivement se rencontrer avec des personnes qui ont la même expérience. Donc voilà, ce sont toutes des activités qu'on met en place une fois les personnes de retour. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre intervention. Finalement, je vais juste attendre. Ok. Pour finir, ce sera Catherine Stenzel de l'ASBL Odyssée qui s'occupe plus du décrochage scolaire. Le micro, voilà. Ben, tout d'abord, merci de m'accueillir, c'est très gentil. Alors, je m'appelle Catherine, je suis directrice de l'ASBL Odyssée et très sincèrement, évidemment, notre association travaille la problématique du décrochage scolaire plus que la problématique des mineurs en exil. Mais il n'empêche que dans le cadre
notre travail sur le décrochage scolaire et l'accrochage scolaire, nous sommes évidemment extrêmement confrontés à cette problématique également. Donc, en fait, notre SBL accompagne des jeunes qui sont en rupture et en décrochage, et nous les accompagnons à essayer de redevenir, à se remettre en projet et redevenir quelque part acteurs de leur vie. On s'est rendu compte évidemment que les écoles, malgré leur bonne volonté, finalement transmettaient principalement des savoirs et n'avaient pas le temps de s'occuper et de consacrer beaucoup de temps à ces jeunes qui se mettaient en rupture et en décrochage. Faute de temps, faute de personnel, peu importe, enfin pour des raisons extrêmement diverses, et malgré le fait que certainement ils en auraient bien le désir, mais ils ne s'en sentent pas vraiment capables. Nous avons également remarqué que très souvent, les professeurs étaient relativement inconfortables quand ils devaient toucher à des sujets plus personnels liés aux jeunes, et que quelque part, ils nous expliquaient trop souvent que ce n'était pas leur domaine, que pour eux, de nouveau, transmettre des savoirs, c'est une chose, transmettre quelque chose qui est plus du domaine de l'être et écouter quelque chose qui est plus du domaine de l'être, ça devient quelque chose qu'ils estiment plus du rôle d'un psychologue que de leur propre rôle. Et donc, ce qui veut dire aussi que de notre expérience, parce qu'on est vraiment une ASBL de terrain, nous nous rendons compte aussi que trop souvent, dans les écoles, les professeurs, les éducateurs, c'est encore un petit peu différent, mais en tout cas, au niveau des professeurs, ils sont très fort confrontés à la différence culturelle, mais mais pour autant pas avec beaucoup de connaissances de cette différence culturelle, ce qui pose très souvent problème. Alors nous, malgré le fait que ce n'est pas du tout notre spécialité, le sujet, notre spécialisation, notre spécialité, le sujet d'aujourd'hui, en fait, on travaille principalement avec on a créé des partenariats avec toutes sortes d'écoles qui nous signalent des jeunes qui décrochent ou qui se mettent en rupture. On a aussi des partenariats avec le service d'aide à la jeunesse, avec le service de protection de la jeunesse, avec toutes sortes d'AMO ici et principalement à Bruxelles, mais en partie en Wallonie aussi. Et tous ces gens connaissent notre modèle de travail, notre méthodologie de travail, et nous signalent des jeunes qui donc se mettent en rupture. Et notre principe, nous, est de travailler avec tous les jeunes dans une certaine manière, identiquement de la même manière. On ne fait pas de différence, même si évidemment, nous savons qu'il y a des différences, mais nous ne faisons pas de différence. Et je crois que c'est monsieur Matisse je crois, ou je ne sais plus, enfin, qui disait l'importance de peut-être pas, c'était monsieur Dirks, qui disait donc de l'intérêt justement de ne pas marquer trop de différence. Et nous, en fait, on a mis sur pied une méthodologie de travail pour en tout cas des suivis individuels. Donc à partir du moment où quelqu'un, peu importe qui, que ce soit une école, que ce soit un service d'aide à la jeunesse quelconque ou n'importe quoi, nous signale un jeune, nous allons prendre contact avec ce jeune et aller de notre propre initiative vers ce jeune. Nous n'allons pas attendre qu'il vienne à nous, c'est nous qui allons aller vers lui pour essayer et lui proposer à ce moment-là de faire un petit bout de chemin ensemble. Et ce petit bout de chemin ensemble, on ne va pas le faire au sein d'un bureau, on va partir du principe qu'en fait, on doit se mettre dans une certaine mesure avec le jeune là où il est, à l'endroit, enfin là où il est, au moment où il en a besoin et de la manière dont il en a besoin. Donc, on va vraiment rentrer dans une création de lien avec lui. Et en créant ce lien avec lui, on va l'amener à nous parler de sa situation. On sait, en tout cas par notre expérience, on sait très bien qu'un jeune qui, d'une manière ou d'une autre, décroche ou est en rupture, les questions pédagogiques au sein de l'école sont des questions, je ne vais pas dire qu'elles sont annexes, mais que c'est la face visible de l'iceberg et que c'est relativement simple, mais qu'en dessous de cette face visible de l'iceberg, il y a évidemment un monument en dessous de l'eau qui est énorme, et que très souvent, ces jeunes vivent des difficultés psychosociales et autres, ou financières, ou familiales, ou n'importe quoi, qui sont très lourdes et qui les empêchent en fait d'être en bonne scolarité.
On constate aussi au travers des rencontres que nous faisons avec ces jeunes que très souvent, il y a en eux, nous les rencontrons, ils ont entre 12 et 25 ans, mais bon, on les rencontre rarement quand ils ont 12 ans, nous, ça va plus fréquemment être 15, 16, 17 ans, et on se rend compte qu'il y a en eux des fragilités énormes, mais des colères énormes aussi, parce que finalement, ils ont le sentiment d'être quelque part, alors que pourtant, quand on est ici, on entend qu'il y a plein de services qui font plein de choses, et c'est vraiment magnifique d'entendre tout ça, mais en même temps, ils ont quand même le sentiment d'être abandonnés de tous et de ne pas être entendus et compris. Donc, c'est pour ça que nous allons aussi travailler avec ces jeunes. Nous allons travailler avec ces jeunes de manière individuelle, mais nous allons aussi travailler avec toute la classe dans laquelle ils sont. À partir du moment où ils sont dans une école, on va proposer aux écoles de nous permettre de travailler, de rencontrer à diverses reprises toute la classe pour à ce moment-là vraiment créer une cohésion de groupe et une solidarité entre les élèves. Parce que comme quelqu'un l'a dit précédemment, très souvent, en tout cas si l'école déjà ne sait pas que ces jeunes sont sans papier, il faut bien se dire que si la direction ne le sait pas, les professeurs ne le savent pas et que les autres élèves le savent encore moins. Et le fait de découvrir tout d'un coup qu'il y a dans une classe des jeunes qui vivent certains types de difficultés, de devenir capable de le partager et de pouvoir en parler avec d'autres, quelque part, ça ouvre une porte à tout le monde et ça donne une possibilité à chacun d'offrir dans une certaine mesure le meilleur de lui-même. En tout cas, c'est ce que nous, on constate. Et ça, c'est vraiment notre modèle de se dire, voilà, on accompagne un jeune en individuel, on l'accompagne en groupe, on lui permet donc de développer la cohésion, on permet de développer une cohésion de groupe, la solidarité, l'empathie les uns vis-à-vis des autres. Et à ce moment-là, on va également travailler avec les professeurs de ces écoles pour les sensibiliser à cette problématique, à ces difficultés et leur faire et travailler en fait la compréhension de la richesse de ce mélange de culture et de jeunes différents. C'est très compliqué pour les écoles évidemment parce que finalement ils disposent de peu de temps, ils ont le sentiment de disposer de peu de temps, ils ont le sentiment de disposer de peu de moyens, ils ont le sentiment que certaines choses ne sont pas leur métier et en même temps quelque part ça veut dire que tous ces éléments-là les bloquent pour pouvoir aller plus avec ces jeunes qui ont des difficultés. Et finalement, alors, ils se retrouvent à travailler avec les jeunes qui le veulent bien et pas avec les autres. Parce que c'est trop compliqué d'aller travailler avec ces jeunes en difficulté. Donc ça, c'est ce qu'on va développer avec eux, donc de vraiment les sensibiliser à ces problématiques de décrochage, à qui sont les jeunes qui décrochent plus particulièrement. Et malgré tout, on constate chez nous, en tout cas, qu'il y a 85% des jeunes avec qui nous travaillons qui sont issus de l'immigration, avec ou sans papier. Et c'est quand même énorme, 85%. Et ça, c'est depuis des années et des années. Ça fait 21 ans qu'on travaille cette problématique. Et depuis 21 ans, je crois que je n'ai jamais baissé en dessous des 85%. Et alors, de nouveau, je ne veux critiquer ni les écoles, ni les professeurs, ni qui que ce soit, mais il n'y a, de mon point de vue, pas assez de choses mises en place au sein des écoles elles-mêmes pour que tout le monde puisse sentir qu'il a un rôle à jouer. Et qu'en fait, on est une société, que quelque part, on empêche ces jeunes et eux-mêmes, du coup, intègrent ce modèle-là, on les empêche d'être des citoyens. Et le décrochage scolaire et la perte de citoyenneté, ça va malheureusement de notre expérience ensemble. Et tant qu'on ne va pas permettre à ces jeunes de retrouver du sens, de retrouver une place, de comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans notre société, dans notre monde, dans tout ce qu'ils ont à faire, et que cela passe évidemment par la scolarité, alors que justement la scolarité, je suis certaine que, en tout cas de ce que j'entends, je suis certaine que pour la majorité d'entre eux, ils savent que la scolarité est leur porte de sortie. Mais en même temps, la scolarité est comme un parcours c'est un véritable parcours de combattants, et du coup, ils ont le sentiment que leur parcours, il est tout tracé, ça devient comme un fatalisme. Et donc, quelque part, ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas beaucoup d'avenir. Et que
donc la seule manière, c'est de réactiver cette notion d'avenir, de perspective, de sens, pour pouvoir à ce moment-là sentir qu'on a un rôle à jouer dans notre monde, redevenir citoyen et sentir qu'à ce moment-là, l'accrochage scolaire est possible. Voilà, évidemment, je vous parle de tout ça, de nouveau comme tout le monde, en très, très, très peu de temps. Je vois qu'il est déjà 35, on est censé terminer dans 10 minutes, donc je suppose que voilà. Et évidemment, je vous invite à lire nos livres. On a écrit, si vous regardez notre site, donc www.odysseasbl.be, mais vous pourrez voir, vous pourrez lire plus en détail notre méthodologie. Et vous verrez, donc, on a publié un livre aux éditions de Book sur notre méthodologie d'accompagnement individuel et que conjointement, donc, que nous avons coécrit avec l'Université de Bruxelles, de Mons et d'autres personnes encore, nous avons coécrit un livre sur l'exclusion et discrimination en milieu scolaire. C'est un sujet qui nous tient à cœur, même si, de nouveau, comme je vous le dis, ce n'est pas notre spécialisation, mais c'est quand même les jeunes que nous rencontrons. Enfin, nous rencontrons énormément de jeunes avec ce modèle, malheureusement. Voilà, mais je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous avoir dressé plus ou moins un tableau de notre expérience et de nos vécus. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux questions. Je ne sais pas si quelqu'un en a pour des intervenants ou entre personnes. Sinon, moi, j'en ai, donc ça peut faciliter les choses. Du coup, ma première question, c'est pour Monsieur Matthijs. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est des Minerval, notamment en Flandre, quand vous dites qu'il y a des élèves au-dessus de la majorité qui ont accès à l'université ou aux autres écoles. Est-ce qu'ils doivent payer le même Minerval qu'un étudiant étranger ou comme un Belge où il y a des facilités? Oké. We moeten natuurlijk een onderscheid maken tussen lagere Distinction entre l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Maintenant, je ne sais pas d'où vient la question. Est-ce qu'on parle de l'accès à l'enseignement supérieur? Oui, à l'enseignement supérieur. Ja. Nu, als het gaat over lager onderwijs... Quand on parle de l'école primaire et secondaire, bon, là, on suit le système des autres élèves. Mais quand on parle d'enseignement supérieur, alors je vais me renseigner, hein, il y a là un problème. Allez, non, je vais m'exprimer autrement, dit l'orateur. Pour les enfants belges et la plupart des catégories d'enfants en légalité, ce Minerval est fixe. Hein, je viens de faire un peu quelques recherches. Bon, fixe, ça veut dire que les étudiants qui ont droit à une bourse peuvent étudier à base de 120 € sur base annuelle, Minerval. Puis les étudiants qui profitent d'un presque tarif bourse, comme on appelle ça en néerlandais, ils étudient pour 500 € de Minerval sur base annuelle. Et puis, il y a les étudiants qui profitent de ce qu'on appelle le tarif non-bourse, c'est le maximum, c'est-à-dire, et je l'ai oublié, c'est entre les 900 et 1000 € sur base annuelle. Mais pour certaines catégories d'étrangers, l'institut supérieur ou l'université peut offrir un Minerval au libre choix. C'est premièrement pour les étudiants venant d'un pays hors Union européenne et qui viennent ici dans le cadre de leurs études. Hein, ça, c'est le groupe le plus connu. Ils payent donc un Minerval qui va souvent jusqu'à 4 000, 5 000 € sur base annuelle. Maintenant, les enfants sans papier, sans séjour régulier, tombent hors tout règlement.
Et donc, un institut peut choisir lui-même le minerval imposé. Et dans la pratique, nous constatons beaucoup de méthodes différentes pour donc la détermination de ce minerval. Certains jeunes sans papier payent parfois le montant de 110 € de minerval sur base annuelle. On a déjà constaté aussi qu'ils sont facturés un montant entre 900 et 1 000 €, mais en principe, c'est les écoles qui peuvent déterminer eux-mêmes le minerval pour ce groupe cible. Et bien sûr, l'accès à l'enseignement, il faut savoir qu'un paramètre important, c'est bel et bien le minerval. Hein, c'est important pour pouvoir suivre une étude. Hein. Merci. Je crois qu'il y a aussi une question dans le chat. C'est comment pourrais-je aider les jeunes sans titre de séjour à s'inscrire dans une école supérieure? Ja, ik kan natuurlijk niet de wijze waarop Alors, men... je ne sais pas comment cela fonctionne en Wallonie ni à Bruxelles. Je ne sais pas comment on gère les procédures en Wallonie ou à Bruxelles. Je m'exprime uniquement pour la Flandre, hein, mais quand une université ou une haute école n'est pas prêt à inscrire l'enfant, alors moi, j'utilise à ce moment-là toujours une note juridique que je donne à l'étudiant. Dans cette note juridique, je liste les éléments juridiques que l'institut peut demander pour donner accès à l'enfant. Et je dis aux candidats étudiants, je dis, voilà, prenez la note juridique, inscrivez-vous et contactez-moi de nouveau s'il s'avère que ça ne va toujours pas. Mais en général, nous constatons que le problème est résolu à base de cette note juridique. Par contre, il y a parfois un problème pour la preuve d'identité. Évidemment, un étudiant sans papier qui veut s'inscrire à une université ou à une haute école doit bien sûr prouver qui il est. Et là, nous constatons parfois qu'une discussion a lieu sur, par exemple, un passeport échu ou une carte d'identité échue. Et là, il n'y a pas encore beaucoup de jurisprudence hein, dans ce sens. Mais hein, si on a une carte d'identité belge et quand elle est échue, bah, moi, je reste toujours Monsieur Matthijs, c'est toujours mon identité. Et si on regarde par analogie la réglementation européenne, un citoyen de l'Union européenne qui veut s'inscrire en Belgique peut le faire avec un passeport ou une carte d'identité échue. Donc, ce serait quand même absurde que quelqu'un sans papier, sans séjour régulier, ne puisse pas le faire avec une carte d'identité ou un passeport échu pour prouver son identité, hein, comme preuve d'identité. Hein. Pour avoir ça en tant que citoyen européen, ben, cela suffit. Et alors, parfois, je préfère à cela. Alors, je dis à l'école supérieure, je dis, écoutez, voilà, tout à coup, vous êtes beaucoup plus strict que l'Union européenne pour ses propres citoyens lorsqu'ils doivent prouver leur identité. Et parfois, cet argument suffit aussi pour permettre à l'étudiant de s'inscrire. Mais alors, la discussion ne porte plus sur le fait que vous n'avez pas de séjour légal, c'est simplement une discussion sur est-ce que ça compte comme preuve d'identité, le fait donc d'avoir un passeport ou une carte d'identité échue. Ok, peut-être une dernière question si quelqu'un en a une. Non. Ok, moi j'ai encore une petite question pour l'OIM. J'aimerais bien savoir combien de temps dure l'aide à la réintégration sur place. Oui. Le budget donc, auquel les personnes ont droit quand elles retournent, elle leur est disponible pendant 1 an. Donc, c'est un budget limité qu'ils peuvent utiliser sur une période d'1 an.
Ça, c'est pour les fonds à la réintégration vraiment qu'on va leur donner au départ de la Belgique. Après, nos bureaux de l'OIM sont bien évidemment toujours sur place dans les pays. On a des partenariats avec des ONG locales, des associations là-bas sur place. Donc, s'il faut, on peut toujours les référer alors vers ces associations-là, vers ces partenariats-là qu'on a. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Donc, voilà. Mais les fonds en tant que tels, ils sont limités à 1 an après retour. Et on a quand même quelques fonds additionnels pour vraiment, enfin, c'est des petits trucs en plus, mais on a la possibilité d'avoir des fonds additionnels quand il y a eu des imprévus ou des urgences, et voilà, qu'on peut rajouter par la suite s'il faut. Normalement, c'est effectivement limité à 1 an. Parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Je vais mettre le lien vers la plénière sur le chat. Donc, j'invite tout le monde à rejoindre la plénière pour le mot d'adieu. Et je vais aussi mettre un formulaire d'évaluation que je vous invite à remplir pour que l'année prochaine, ce soit encore mieux. Voilà.